Chaud. Eh ben, nickel, let's go. C'est parti. Je lance la partie. Alors, celui-là, on l'a déjà eu les 2 premières semaines. Donc, normalement, cette question-là, il y a moyen de commencer à bien la connaître. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin tous les 4 ans? C'est une excellente question. Excellente question. Hein, ça fait partie des fondamentaux. Ouais, sachant que c'est quand même quelque chose qui est très peu connu par les nouveaux entrants. Ouais. Et ce que j'ai trouvé très marrant, c'était lors du dernier halving, les recherches pour le halving étaient le plus hautes à Chypre. C'est assez marrant ça. Donc, du coup, c'est tous ceux qui, lors de la crise de l'euro, étaient passés sur Bitcoin. Du coup, ah mais c'est quoi cette histoire de halving? Et du coup, en fait, c'était à Chypre où il y avait le plus haut taux de recherche pour le terme halving Bitcoin. Ça, c'est quand même assez marrant. Ouais, c'est rigolo, ouais. Une bonne petite anecdote. Et Wendigo, c'est moi, on commence toujours par celle-ci. Bah, c'est possible, je t'avouerai que je sais pas. Elle fait partie du premier pack de questions, c'est écrit ici. Après, je t'avoue que c'est random les questions, donc on verra bien. Allez, c'est reparti. J'ai pas regardé. Est-ce que oui, vous étiez tous à répondre, à part Yax, qui était pas assez rapide à répondre, mais sinon vous avez tous. Ah non, mais Yax, il est inscrit 2 fois. C'était au cas où tu te trompais sur la première, Yax, tu passais sur l'autre compte. Allez, j'ai relancé, ça va partir. Ah, encore du Lane Quiz. Parmi cette liste, qu'est-ce qui se rapporte à la Proof of Work? Bon, les questions qu'on a déjà vues dans les semaines précédentes, je vous propose qu'on ne revienne pas trop longtemps dessus. Sauf si vous avez des questions, évidemment, c'est le moment de les poser et qu'on revienne dessus. Hop là. Fameuse preuve de travail. Yes. Ah là là, et Wendigo qui a annoncé sur Twitter qu'il serait premier cette semaine et qui compte bien y arriver. Mauvaise réponse. Ah, pas de chance, Max. L'écosystème Bitcoin. Ah, on est resté longtemps dessus. C'était pas facile la semaine dernière sur cette question-là. Célèbre un événement tous les 1er août. C'est lequel parmi toutes ces propositions? À savoir que toutes ces propositions n'existent pas réellement. Est-ce que le Bitcoin indépendant? Non du tout, problème de connexion. Ah non, c'est... Mais t'arrives à jouer la Yacht du coup? Christine Lagarde en premier, dis donc. Oh là là, on a Christine Lagarde qui joue avec nous, mais alors ça c'est beau. Au courant de l'indépendance de Bitcoin, donc du 1er août, le fameux USF. C'est parfait. Alors là, ça, je fais un joli imprimé écran. Mais oui, non, mais Christine Lagarde qui joue avec nous, forcément, on garde. Faut que tu tagues dans le tweet. Alors, j'ai quoi? On a du Satoshi Nakamoto Day. Alors, le Satoshi Nakamoto Day n'existe pas. Pizza Day. Le Pizza Day existe, en effet, mais c'était pas ces dates-là. Anniversaire du 1000e bloc non plus. Ah oui, d'accord. Donc, on n'était que 3 à avoir la bonne réponse. Enfin, vous étiez que 3 à avoir la bonne réponse. Ok. Et oui, donc c'est bien le Bitcoin Independence Day. Alors, pour revenir très rapidement dessus, c'est le jour, du coup, en fait, où... Bitcoin, la communauté Bitcoin s'est entre guillemets déchirée pour savoir si on devait faire passer une mise à jour ou pas, notamment sur la taille des blocs. Et en fait, les utilisateurs, les nœuds, ont choisi de ne pas suivre les mineurs. Les mineurs voulaient augmenter la taille des blocs, les utilisateurs ne voulaient pas. Du coup, les nœuds ont dit bah non, nous on l'augmente pas. Et finalement, c'est les nœuds qui ont gagné. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, le Bitcoin Independence Day, parce que c'est justement pour remémorer que en fait, c'est la communauté qui a le dernier mot. Et pas un petit groupe qui peut dicter ce qui se passe sur Bitcoin. Donc voilà. Et pour l'anecdote d'ailleurs, justement, suite à ce jour-là, ça donnait la naissance à une autre crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin Cash. J'y arrive pas à celle-ci, même si c'est super intéressant. Ça arrivera, Wendigo. Allez, je relance, c'est parti. Alors, nouvelle question. À qui sont destinés les frais d'une transaction? Au wallet qui a réalisé la transaction et au mineur qui a trouvé le bloc, dans les poches de Satoshi Nakamoto, à tous les mineurs ayant aidé à trouver, à miner sur le bloc en cours. Alors ça, c'est quelque chose que je suis curieux de savoir si tous les gens perçoivent bien qu'est-ce qui se passe quand on paye des frais de transaction. Ok, ouais, ça c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même plutôt bien acquis du coup. Parfait.
Parfait, parfait. Il y a juste Carriette qui a mis à tous les mineurs ayant aidé. Et non, on a bien que le mineur qui a trouvé le bloc qui va toucher les frais de transaction. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en fait, la plupart, aujourd'hui, je pense qu'il y a quasiment aucun mineur qui ne le fait plus comme ça. Quand on est mineur, la première chose qu'on fait, c'est de rejoindre un pool de mining. Donc en fait, une entité où il y a plein de mineurs qui se mettent ensemble. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a que le mineur qui touche les récompenses, celui qui a trouvé le bloc, en fait, si tu es tout seul dans ton coin, ça va être super long de trouver un bloc et d'être récompensé. Donc en te mettant dans un pool, ça permet qu'à chaque bloc trouvé, tu répartis la récompense entre tous les mineurs qui sont dedans. Donc en fait, c'est les pools qui font que tous les mineurs ayant aidé sont récompensés. Mais en soi, sur le protocole, il y a vraiment que le mineur qui a trouvé qui touche la récompense. C'est un peu comme le jeu du tir à la corde. C'est-à-dire au plus on est nombreux dans l'équipe à tirer sur la corde, au plus on a de chances d'avoir de la puissance et de remporter le lot, quoi. Hop, pour les nouveaux qui sont arrivés, le petit lien vers le quiz si vous voulez rejoindre en cours de route. On est à la quatrième question sur 30, donc il y a encore de quoi rejoindre et participer au jeu. Hop, et je relance, c'est parti. Tenez-vous prêts. Alors, si je veux miner efficacement du Bitcoin, j'utiliserai quoi ? Un smartphone, une feuille et un crayon, une carte graphique ou un ASIC ? Ou une Game Boy. Une Game Boy, exactement. Ou la clé USB de John On-Chain. Il va devenir riche avec sa clé USB de John On-Chain. Ça marche, Yax. Hop. Alors, hop. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde ? C'est clair pour tout le monde. Quasiment. Il y a Francky qui n'a pas répondu. Mais sinon, tous ceux qui ont répondu ont trouvé la bonne chose. Donc, pas besoin de revenir dessus. On continue. Je relance. J'ai vu ça, la Game Boy, sur un article de Corben. Ouais, c'est assez excellent. Bah, après, en soi, on peut miner avec tout. Même avec une feuille et un crayon. C'est juste que c'est pas optimisé, quoi. Bon, alors, combien de Bitcoin au maximum ? Là, normalement, je pense que vous êtes tous censés pouvoir répondre à ça. Et encore une fois, si jamais vous ne connaissez pas la réponse, c'est quelque chose de très important à apprendre. Parce que ça fait partie de la proposition de valeur de Bitcoin quand même. Ouais, c'est souvent d'ailleurs l'argument qui fait tilt chez les pré-coiners, on va dire, quand ils perçoivent cette limite. Ouais. Et plus on réfléchit à cette limite, plus on se rend compte que Bitcoin est rare. Yes. Et au plus ça travaille, en fait, il y a plusieurs degrés en fait, de compréhension de cette limite. Okay. Et au plus on étudie Bitcoin, en principe, au plus on se rend compte à quel point c'est incroyable. Ouais, et du coup, ça fait chez vous, chez Sakinsat, j'imagine que c'est partie des arguments pour pouvoir, quand vous parlez d'investir dans Bitcoin pour son épargne auprès des possibles clients. En tout cas, ça ancre le fait qu'il y ait une quantité limitée, ça fait très facilement le parallèle avec l'or. Je comprends. Et après 21, dans la numérologie, nous, un numéro qu'on aime bien. On aime beaucoup 42 aussi. Oui, le 21 est un chiffre assez cool, quoi. D'ailleurs, cette année, on est en 2021. Ouais. Donc, c'est l'année du Bitcoin cette année. Clairement. Allez, je relance parce qu'en plus, vous avez tous trouvé. Donc, c'est parfait. C'est parti. Alors, comment appelle-t-on le premier bloc Bitcoin ? Le Genesis block, le Satoshi block, le Coinbase block ou le Nakamoto block ? On a eu cette question-là la première semaine, si je ne me trompe pas. Et ça n'avait pas été si évident que ça de trouver la réponse. Donc on va voir si c'est plus simple cette semaine pour vous ou pas. Donc c'est évidemment le Genesis block. Alors, hop. Ok, on a eu quelques Satoshi blocks, mais en règle générale, sinon c'est bien le Genesis block qui a été donné de partout. Et non, pas le Satoshi block. En règle générale, tu me diras si je me trompe, Joss, mais Satoshi a nulle part mis en fait de référence à lui-même. Il a signé le white paper, mais à part ça, finalement... Il y a quand même le Satoshi, c'est quand même l'unité principale du Bitcoin. Ouais, mais c'est une belle marque. Hein. Oui, évidemment, mais c'est lui qui l'a nommé Satoshi ? Je crois pas. Hein. C'est un hommage. Si c'est lui qui l'a nommé comme ça, je crois que c'est un hommage à lui. Ouais. C'est lui qui a publié le premier code source. Donc, pas faux. Puis, en tout cas, depuis, j'ai pas connaissance en tout cas que ça a été renommé à un moment donné, quoi. Hop là. Mais en effet, du coup, c'est bien le Genesis block. Allez, on relance. C'est parti. Et Christine Lagarde qui est sur le podium, 3e, ça se bat. Et Just notre invité qui est premier, trop facile. Ah, nouvelle question. Complétez cette phrase. Not your, not your, Je vous laisse retrouver les deux bons mots.
Alors, qui est-ce qui l'avait celle-ci? Oh, Gariette qui s'est rangé tout à l'heure en prenant la première place. 3 secondes 78, joli. Elle est belle cette question. Est-ce que ça a été bien trouvé? Ça n'a pas été si facile que ça. Il y a eu moitié-moitié à peu près. Hein. Note your keys, note your wallet. Alors, les phrases sont pas forcément fausses. D'ailleurs, tout le monde a mis note your keys, note your wallet dans ceux qui se sont trompés. Oui, si vous voulez, en soi, c'est pas faux, hein, ça. Mais c'est pas la fameuse phrase en fait qu'on fait que de répéter. C'est une vraie phase de prévention, le note your keys, note your coins. C'est notamment beaucoup dit pour prévenir de ceux qui laissent leur crypto-monnaie sur des exchanges. Il faut savoir que sur un exchange, vous n'avez pas la clé privée de votre wallet. Ça appartient à l'exchange. Et donc, si jamais l'exchange décide de fermer sa porte, de faire faillite, de se faire hacker, ou même juste de bloquer vos comptes, vous ne pouvez rien faire parce que c'est pas vos crypto-monnaies. En fait, ils vous doivent des crypto-monnaies. C'est exactement le même système d'ailleurs qu'avec votre banque. Hein. Votre argent ne vous appartient pas, c'est on vous doit de l'argent, mais c'est bien à la banque qu'appartient cet argent-là tant que vous l'avez pas retiré. Donc voilà. Et donc, c'est le Not Your Keys, Not Your Coin pour essayer de sensibiliser les gens en fait d'avoir leur propre wallet avec leur propre clé surtout. Donc voilà, c'est une phrase du coup qui a été très souvent répétée par Andreas. Et il y a même une vidéo de 10 heures sur YouTube où il la répète en boucle cette phrase. C'est assez marrant. Magnifique. Et c'est Trace Mayer qui avait fait un événement à propos de ça, non? Ouais, c'était le Proof of Keys. Enfin, c'est lui qui l'avait popularisé. C'était sur un thread Twitter, je crois, ou Reddit, je sais plus trop, l'idée avait été émise. Et il a repris, il a fait un site internet pour justement inciter les gens. Donc le 3 janvier, date de la création du Genesis block, donc de l'image des tout premiers Bitcoin, d'inciter les gens à retirer leurs coins des exchanges et d'en prendre pleinement possession sur leur portefeuille. Salut Menu. Et non, Yax, il n'y a pas de rendez l'argent, je suis désolé pour toi. Voilà le lien pour rejoindre le quiz pour ceux qui viennent d'arriver. Allez, je relance. Je mange mes frites, je ne joue pas ce soir. Bah, bonne frite alors. Combien de bitcoins par bloc étaient générés en 2014? Voilà. Il y a 2 chiffres à taper, vous avez une indication. Maintenant, il faut trouver les 2 bons chiffres. Et c'est assez rigolo. Souvent, sur cette question-là, c'est pas si simple que ça. Hein. En plus, dans la précipitation, comme il faut répondre rapidement. La réponse était 25. Alors, est-ce que vous étiez encore nombreux à la voir? On va pas trop s'attarder sur cette réponse-là. Moi, je vais plutôt vous poser une autre question. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi la réponse était 25? Comment est-ce qu'on est censé aboutir à 25? C'est plutôt ça, en fait, ça, moi, qui m'importe parce que voilà, il y a du 21, 0, 14, 40, 1, 12, 29, 10. Ah, il y a 32. Il y a eu pas mal il y a eu tout comme réponse là. 25. Ah, c'est un bingo là. C'est ça. Alors, Monkey qui fait non. Ok, alors du coup, on va expliquer. En fait, à chaque fois qu'un bloc est trouvé, donc environ toutes les 10 minutes, il y a des bitcoins qui sont générés, qui sont donnés en récompense au mineur qui a trouvé le bloc. Au moment de la création, du lancement du réseau, du protocole, il y avait 50 bitcoins qui étaient minés par bloc. Et tous les 4 ans, on l'a vu au début du quiz, alors je ne sais pas si c'était là ou pas, c'était la toute première question, on a un phénomène qui s'appelle le halving, qui vient diviser par 2 le nombre de la récompense touchée dans un bloc. Et donc en fait, Bitcoin a été lancé en 2000. C'était quoi? C'était 2014 du coup le premier halving? Ouais, c'est ça. Attends, je vais te dire ça. Parce que le truc a été lancé en 2009, mais au début c'était un peu plus lent si je ne me trompe pas. Voilà, je sais plus. Comme après c'est tombé en 2020 du coup, 2020, 2016. Ah, je sais plus. Mais bon, du coup on a eu le premier halving entre 2013 et 2014 qui a fait qu'on est passé. C'est en 2012 carrément. Ok. Voilà. Bah parfait. Merci Ménio. Qui a fait qu'on est passé des récompenses de 50 à 25 lors du premier halving. Et après on a eu un second halving 4 ans plus tard. On est passé de 25 à 12,5. Et après on a eu encore un autre halving 4 ans plus tard à nouveau pour passer de 12,5 à 6,25. Et c'est le tarif auquel on est actuellement. C'est-à-dire en fait c'est l'année dernière qui s'est passé le dernier halving en 2020. On est passé donc à 6,25. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on était censé trouver le 25. Fallait essayer de calculer combien il y a eu de halving entre la création de Bitcoin, enfin le lancement de Bitcoin et 2014. Donc voilà. Et du coup, si on s'amuse à pousser le raisonnement plus loin, en 2024 environ, on aura un autre halving qui poussera les récompenses de 6,25 à 3, des brouettes, 175, quelque chose comme ça. Et puis ainsi de suite, tous les 4 ans, on divise par 2. Jusqu'au 32e halving où ça sera tellement petit la récompense qu'on dira 0. 125, merci Ménio.
Voilà, voilà. Et ben on va lancer. On va passer à la question d'après. C'est parti. Hop, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le live. Je vous invite à rejoindre le quiz en direct pour ceux qui veulent. On n'est même pas la moitié, on est à un tiers. Alors, Adam Back, à l'origine de Hashcash, est aujourd'hui CEO de quelle entreprise? Lightning Labs, Square, Blockstream, Bitcoin Corp. Et donc c'était Blockstream la réponse. Hop. Ah, ça se bat pour le haut du classement entre Christine Lagarde, Wendigo et Joss. Hein, ça se bataille sévère. Alors il y a eu beaucoup de Lightning Labs. Beaucoup. Ah, c'est rigolo d'ailleurs. En fait, si vous avez répondu soit Blockstream, soit Lightning Labs pour le coup. Donc non, pas Lightning Labs. Pas évident que la question, c'est se voir. Eh oui, ça commence à se complexifier un petit peu plus. Et puis, comme il y en a de plus en plus, il va falloir toutes les apprendre. Hein. Enfin, une question sur une personnalité où j'ai eu bon. Félicitations, Indigo. Non, hop, si on va voir les Lightning Labs, c'est Elizabeth Stark qu'elle s'appelle, je crois. C'est ça, ouais. Hop. Voilà. Qui est à la tête de Lightning Labs. Donc c'était une vraie entreprise aussi, hein, Lightning Labs, mais c'est pas Adam Back. Si on va regarder Adam Back, hop. Lui, c'est bien. Adam Back, d'ailleurs, qui a été cité dans le white paper de Bitcoin. Yes. Donc voilà. Mais bon, si vous connaissez Lightning Labs, c'est déjà une très bonne entreprise à connaître. Voilà. Bon, j'ai pas vérifié, mais Bitcoin Corp, c'est sorti de ma tête. Je sais pas s'il y a une entreprise qui s'appelle comme ça, pour le coup. Bitcoin Corp. Non, ça n'a pas l'air d'exister. Et je sais plus c'était quoi la troisième que je vous avais proposée, mais vous n'êtes pas tombé dedans, donc bien joué. Ah si, Square. Mais Square, du coup, c'est plutôt Jack Dorsey. C'est reparti. Alors normalement, là, les deux questions les unes à la suite des autres, ça peut vous donner une petite indication qui est le père de Hashcash. Nick Szabo, Satoshi Nakamoto, Philippe Zimmermann, Adam Back. Satoshi. Alors, normalement, si vous avez lu l'intitulé de la dernière question, c'est pas trop compliqué quand même. Donc on va pas assez épiloguer là-dessus. Hein. Hop là. Oh, Matt qui est arrivé en moins de 3 secondes. Selon le protocole Bitcoin, tous les combien de temps un bloc est-il miné environ? Wendigo, j'ai hésité, je me suis dit, il y a un piège. Non, il n'y a pas de piège, Wendigo, pour le coup. Alors, tous les combien de temps le bloc? Bon, c'est pas à regarder en ce moment. En ce moment, ça peut varier un petit peu. Mais c'est bien toutes les 10 minutes environ qu'il y a un bloc. Non, mais de toute façon, même hors période, en ce moment où le hash rate est un peu tombé, il y a toujours beaucoup de variances et des fois, tu peux avoir un bloc dans l'heure. C'est ça. Tu peux avoir 3 blocs dans les 5 minutes. Ouais. Enfin, c'est toujours c'est aléatoire, donc les 10 minutes ne sont pas garanties aucunement. Donc bon, tout le monde a trouvé environ bloc plein ou vide. Il n'y avait pas de bloc plein ou de vide, c'est juste en moyenne. Point. Donc ça te fait une moyenne de bloc plein et de bloc vide aussi. Et Wendigo, tu nous as fait ça en 2 secondes 16. Bientôt le temps sous les 2 secondes pour répondre. Hop, on repart pour la suivante. Vous aviez tous trouvé, donc c'est nickel, pas besoin de rester trop longtemps là-dessus. Alors, quel est l'effet? On en a parlé, l'effet du halving sur le protocole de Bitcoin. Déjà, ça fait parler de Bitcoin, donc ça c'est cool. C'est vrai. Je l'ai pas mis. Un événement marketing. Ça multiplie par 100 les rewards de chaque mineur et ça fait une pénurie de GPU. Non mais full rien à voir, coucou. Christine Lagarde, rends-nous l'argent. Ouais, Christine Lagarde, elle se bat bien. Hein. C'est Wendigo, 2 secondes 03. Pour la prochaine question, tu y arriveras sous les 2 secondes. Hop là, ouais, vous aviez tous trouvé du coup. Difficulté du minage multipliée par 2. Non. Alors non. En effet, c'est bien les divisions qui sont divisées par 2 plutôt en récompense. On pousse. Bah oui, essaye. Allez, on relance, on est parti. Tant que t'es chaud, il faut y aller. Comment se nomme le forum très actif dans les premières années de Bitcoin où Satoshi a souvent été aperçu? Il avait pas mal échangé sur ce forum-là. Bitcoin Talk, The Cypherpunk Forum, CryptoFR, Bitcoin Paradise. Tu tapes avec tes frites sur le clavier, Ménio? Oh ben là,
On y va sur cette question. Ah, raté. Oui, parfait alors. Ah bah, Wendigo, c'est quoi ça? T'es même pas dans le top 3 là. Joli Max, joli Garriette, 2 secondes 65. Et Joss qui est régulier. Voilà. Il veut garder sa première place, il continue. Allez, on continue, c'est parti. Bientôt à la moitié du quiz. Rattrapé à la dernière seconde. Donc, quelle année le premier bloc de Bitcoin a-t-il été miné? Il y a 2 dates là-dessus en plus. Et non, c'est pas 2008. C'est bien 2009. Mais par contre, Menu, du coup, dans le chat, a mis 2008. Et c'est une réponse qui aurait pu en bait certains. D'ailleurs, vous avez été pas mal à mettre 2008. Il n'y a pas beaucoup de 2010 aussi. 2011. Et non, c'est pas 2011. Non, 2011, ça avait déjà 2 ans. Pourquoi 2008 ça aurait pu bait au niveau de la date? Parce que c'est la publication du livre blanc, donc qui annonçait la création du réseau Bitcoin. Et le premier bloc a donc été miné le 3 janvier 2009. D'ailleurs, par un concours de circonstances assez incroyable, StackingSat a été enregistré le 3 janvier 2020. Et on a commencé à travailler sur le projet avec Jonathan en octobre. Donc, Ah oui, en octobre, donc oui. Et en plus, le white paper, du coup, c'est octobre 2008. Donc, exactement, donc on a eu quand même une chronologie assez marrante. Allez, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'un BIP? Best ID Protocol, un signal d'alerte sur le protocole Bitcoin, Bitcoin Increase Proposal ou Bitcoin Improvement Proposal. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent que c'est un BIP? Oh, le misclick qui a fait mal. Ah, ça, c'est facile de dire qu'il y a eu un misclick là-dessus, Wendigo. Hein. Au hasard sur celle-là, et j'ai bon. Bien joué, Yax. Bien joué, bien joué. Oh, Garriette qui s'en est sorti très rapidement. Christine Lagarde qui reste bien stable. Et Joss, toujours bon. Voilà. Ça a donné quoi? Quand même pas mal de Bitcoin Increase Proposal. Ok, donc en fait, vous avez hésité du coup entre le Improvement ou le Increase Proposal. Ok. Ouais, non, donc c'est bien le Improvement. Bon, d'accord, j'ai peut-être lu un peu vite. Ah oui, dans les questions en plus de la 3e génération fin de cette semaine, si jamais on en a d'autres, vous verrez, je relance là d'ailleurs. Il y en a certaines qui sont un peu fourbes au niveau de l'orthographe notamment. Comme c'est un jeu de rapidité, c'est rigolo. Alors, selon le Stock to Flow modèle, combien Bitcoin pourrait valoir en 2026? Ça peut vous donner des envies, possiblement. Évidemment, ceci n'est pas du conseil en investissement, mais ça pourrait vous donner envie d'aller acheter quelques Satoshi, même aujourd'hui au prix de 50 000, 60 000, même plus. Hein. C'est toujours bon à prendre. Est-ce que vous étiez tous dessus? 10 millions, 100 000, 100 000. Et sinon, tout le monde a un million, joli. Hop, on va aller se chercher juste ça. Hop, c'est toujours du bien de le regarder. Stock to Flow Bitcoin. Je suis pas un grand fan moi du Stock to Flow. Alors pourquoi? Parce que tu le trouves pas réaliste sur le long terme? Non, mais en fait c'est un espèce de calcul mathématique entre les bitcoins déjà en circulation et les nouveaux bitcoins entrants. Moi, quelque part, un peu la comparaison que je pourrais faire, c'est comme si tu prenais l'ADN, donc du coup les spécificités techniques. Donc tu prends l'ADN d'un humain et tu dis que si tu le mets dans une favelas à Rio ou dans le 18e à Paris, ou dans un quartier riche, où selon la même personne qui naît avec un certain ADN, dans 30 ans, tu es sûr que les deux personnes sont identiques et tu peux prévoir le truc. Alors du coup, tu retires en fait le facteur environnemental. D'accord. C'est ce que je veux dire. Ouais, t'aimes pas le côté genre sa destinée est déjà toute tracée et entre guillemets. Non, si, c'est très intéressant justement mathématiquement, c'est un très bon exercice du coup. Donc c'est très intéressant, mais voilà, il y a là-dessus dans le graphe, s'il y a Apple qui convertit 10% de ses réserves en Bitcoin, là tu es sûr que tu vas dévier pas mal de ton stock to flow, quoi. Donc voilà, ou tu vois, n'importe quel événement, quel événement il peut arriver, mais voilà, ça prend pas en compte en fait l'environnement
Ouais. qui est quand même assez important dans l'évolution du prix du Bitcoin. Et juste, parce que là, je vous montre un graphe. Là, on peut voir que 2026, on est plus aux 5 millions, enfin quasiment aux 10 millions, 8 millions. C'est parce que c'est le stock to flow X. Alors là, je vous ai épargné cette méchanceté, mais en fait, la personne qui est à la base du stock to flow modèle, plan B, réévalue régulièrement ses modèles, fait des petites variations, et donc il y a le stock to flow, il y a le stock to flow X, je crois qu'il en a même fait d'autres que cela. Donc le stock to flow c'est X. des mutants en fait. Et il est encore plus optimiste avec un Bitcoin en 2026 qui serait au-dessus du million, mais voilà. Et donc, Menio, qu'est-ce que Stackinsat en 2 mots, s'il vous plaît? J'étais pas là au début. T'as 2 mots, Joss. 2 mots, c'est de l'achat récurrent sur Bitcoin facilement, sans se prendre la tête, set up and forget. Tu fais un virement récurrent, tu nous donnes l'adresse Bitcoin, nous on reçoit des euros et on t'envoie des Bitcoins. Voilà. Automatiquement, toutes les semaines ou tous les mois. Voilà. Parfait. Hop, vous êtes prêts? On est reparti. Et donc du coup, comme elle a dit Yax, c'est en effet de l'investissement en DCA. Et du coup, on va en parler après le quiz. Alors, qu'est-ce qu'un Satoshi Sats? Une sous-unité de mesure de Bitcoin, un altcoin ERC20, l'ICO qui a le mieux fonctionné en 2017 ou un fork de Bitcoin? C'est très créatif ta réponse. Je m'amuse à faire ces questions-là. S'il y en a qui veulent rejoindre le quiz d'ailleurs, qui ont rejoint le live entre-temps, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis sur le chat pour nous rejoindre. On a un peu plus de la moitié du quiz, mais vous pouvez toujours jouer. C'est toujours sympa d'interagir en direct. Oh, Wendigo 2,02, qui est vraiment presque un sous les 2 secondes, mais pas encore. Hey, Elix et ACDC, on vous a pas souvent vu dans le top 3 des plus rapides, et là vous êtes là, bien joué, vous avez détrôné les meilleurs. Même si on a Joss qui prend une petite avance quand même au niveau des points, 600 points devant Wendigo. Pour faire ta première place au classement, il va falloir y aller là. Est-ce qu'il y en a qui nous ont trollé? Ah, on a eu un altcoin RC20, merci. Alors après, moi je suis pas vraiment d'accord avec ta réponse. Okay. Pour moi, c'est pas la sous-unité de mesure, c'est plutôt l'unité de mesure. L'unité atomique, on va dire, du Bitcoin. Okay. Même si quand tu vas sur le Lightning Network, tu peux faire des transactions en dessous d'un Satoshi. Mais pour moi, la vraie unité de mesure, c'est le Bitcoin, c'est le Satoshi. Et quelque part, quand on parle dans le Bitcoin, c'est comme si tu parlais en tonnes d'or, en fait. Ouais, ok. Je vois, c'est intéressant. Moi, j'ai mis une sous-unité, en fait, pour la seule et bonne raison que, alors même si c'est beaucoup, beaucoup moins utilisé, tu as d'autres unités aussi qui sont employées pour parler des sous-unités justement de Bitcoin, comme le millibitcoin, par exemple, le MBTC. Mais en effet, aujourd'hui, c'est devenu le standard de parler en Satoshi, quoi. Mais oui. On est reparti. Tenez-vous prêts. Alors, une petite photo. Qui est cet homme? Il y a un bon point pour le premier qui me donne son surnom dans le chat. Ça dépend, il en a eu plusieurs. Hein. Ouais, alors, un de ses surnoms. Les 2 surnoms qui me viennent en tête, ils ont les mêmes initiales. Alors, c'était bien Roger Ver. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat du coup qui connaît au moins un de ces multiples surnoms qu'il peut avoir Roger Ver? Non, personne. A priori, personne. Alors, au début, il était appelé le Bitcoin Jesus, donc les Jésus du Bitcoin. Après, c'est devenu le Bitcoin Judas. Voilà. Alors, bon, je voulais aller sur un site, mais a priori, le site, il est tombé un peu en raid. Ah, ça y est. Donc voilà, Roger Ver. Et donc, ouais, c'est ça. Bitcoin Jésus qui est devenu le Bitcoin Judas plus tard, lorsqu'il passait du côté Bitcoin Cash. Voilà. Mais bon, quelqu'un. C'est pas vraiment le fait qu'il soit passé sur Bitcoin Cash, c'est plutôt le fait qu'il a squatté bitcoin.com. Le handle @bitcoin et qui faisait une petite attaque sociale sur le Bitcoin en essayant de faire croire que Bitcoin Cash c'était le Bitcoin en utilisant des techniques détournées donc c'est plutôt ça qui a fait, parce qu'après il a totalement le droit, tu vois, de supporter Bitcoin Cash, c'est vraiment l'attaque qu'il faisait marketing sur Bitcoin qui lui a plutôt valu ce nom. Et non, il multiplie pas les bitcoins malheureusement. Mais voilà, après à sa décharge, un Bitcoin Jésus. En fait, vu qu'il a forké Bitcoin, il a oui, si tu veux, en effet. mais oui, et pourquoi Bitcoin Jésus quand même? Parce que, faut rendre quand même à Roger Ver ce qui est à Roger Ver. C'est quelqu'un qui a énormément aidé à faire parler de Bitcoin à ses débuts en fait, jusqu'à qu'il soit plus d'accord avec la vision et qu'il décide de partir sur Bitcoin Cash. Mais avant ça, il a vraiment beaucoup donné quand même pour l'écosystème.
Donc, oui. Voilà. Il distribuait des bitcoins, il avait même affiché des gros 4x3, des grosses panneaux publicitaires avec le Honey Badger. Donc vraiment, il y a mis beaucoup de sa personne justement pour faire connaître Bitcoin. Donc ça, on ne peut pas lui retirer. Hein. Il a ouvert les ASICs en 2. Non, ça c'était Bitcoin Moïse. Exactement. Dans le chat, en tout cas, ça s'amuse bien. C'est parfait. Allez, on est parti. Je relance. Question suivante. Il a vraiment coupé le ledger en 2. Ah bah tiens. Quelle entreprise est le leader mondial de la sécurité crypto et Bitcoin via hard wallet? Ledger, Arcos, je n'avais pas lu la question avant. Wallet ou Trésor. On va voir. En effet, si les gens t'ont entendu, ils ont des bonnes idées. Mais... Et donc, c'est bien Ledger. Et en plus, pour la petite anecdote, du coup, Ledger qui est français, basé à Verizon. Il n'y a pas Samouraï. Non, il n'y a pas Samouraï, mais en plus, Samouraï, ce n'est pas un... J'ai bien écrit hard wallet dans la question, je crois. Oui. Donc, Samouraï n'est pas un hard wallet, mais un hot wallet. C'est un wallet en ligne. Hardware wallet. Et c'est un hard aussi, Samouraï? Non, mais on dit pas hard wallet, on dit hardware wallet. Ah oui, ok, ça marche. Mais sinon, oui, c'est cold wallet si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais, en effet, pour la contraction. Mais du coup, non, Max, du coup, Samouraï, c'est vraiment en ligne. Et là, du coup, on parlait plutôt des wallets que tu pouvais tenir en main, avec justement le matériel, d'où le hardware. Le jour où ils se mettront à faire des tablettes qui marchent, on parlera de la sécurité crypto chez Arcos. Vous êtes moche. Et Christine Lagarde, qui était la plus rapide à répondre à ça. Elle nous a bien caché qu'elle avait des ledgers. Allez, c'est parti, je relance. C'est pas... Alors, parmi ces propositions, laquelle est un podcast Bitcoin FR qu'il faut écouter, je vous le conseille. Bitcoin, les banques et toi. Univers Bitcoin, le Bit Talk Show ou Café Bitcoin. D'ailleurs, j'ai vu que vous allez relancer le yes. blog. Comment c'était le Dans ton blog. Dans ton blog, voilà. Exactement. Voilà. Et il y a un nouveau aussi podcast qui est très récent, là, qui vient de Montréal. Ouais. Parlons Bitcoin. Ah bah, où Jonathan a participé cette semaine, non? Exactement, ouais. Yes, je l'ai vu passer. Je l'ai pas écouté. Je sais pas s'il est déjà diffusé ou s'il a juste été enregistré. Il a été diffusé, ouais. Okay. Oh, Wendigo, 1 seconde 94. Joli. Et oui, donc là, c'est Univers Bitcoin, un excellent podcast qui est focalisé, donc, comme son nom l'indique, sur Bitcoin, avec des intervenants toujours super passionnants. Parfois, c'est un peu technique, mais justement, ils essayent de le rendre abordable à tous et c'est vraiment super intéressant si vous voulez. On va retrouver un peu partout. Donc, comme le disait Joss, je vais en profiter pour le dire, mais nous, on relance Dans ton blog, qui est un podcast que là, on va parler pas uniquement de Bitcoin, on va plus parler de l'écosystème en général. Avec quand même beaucoup de Bitcoin, on est 3 à le faire. Il y a Bitcoin Chims sur Twitter, il y a Louis Baguenot et il y a moi-même. Et on commence avec un premier épisode qu'on va tourner en live sur Twitch lundi à 18h. Donc en plus, si vous voulez être présent pour avoir des questions sur le sujet qu'on va aborder, du coup, je ferai partie de l'enregistrement du podcast. Voilà. On tente le podcast un petit peu décentralisé, voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on continue. C'est parti. Il reste 9 questions. Bitcoin majuscule ou Bitcoin minuscule? On peut voir si c'était avec ou sans majuscule selon comment on l'écrit. Et quelle est la règle derrière ça? C'est sur la chaîne Dans ton blog. Alors ça, Wendigo, pour l'instant, je l'ai pas encore. On n'a pas encore décidé en fait si ça sera fait sur la chaîne Cryptodidacte avec un overlay Dans ton blog ou si on aura une chaîne Twitch Dans ton blog exact. C'est à réfléchir. Le truc, c'est que on a des avantages en fait à streamer souvent sur une même chaîne, notamment pour régler sa qualité, comme Yax aimerait pouvoir le faire. Donc on n'est pas sûr de recréer une chaîne à part entière pour juste un épisode par semaine. Voilà. Donc c'est encore en question. Salut Théodis, salut. Enfin Mathieu du coup, comment ça va? Et tac, le lien, si jamais tu veux participer avec nous. Alors là, j'en savais rien du tout. C'était quoi la question déjà? Je suis en train de papoter. C'était majuscule ou B minuscule. Ah oui. Alors, une grande majorité comme qui avait trouvé majuscule en début de phrase. Ah ouais, alors non, c'est pas une majuscule en début de phrase en effet. En fait, si vous voulez parler vraiment du protocole Bitcoin en général, on va vraiment utiliser le B majuscule. Et quand vous voulez utiliser l'unité de valeur, c'est un B minuscule. Donc, par exemple, j'ai envoyé du Bitcoin, j'ai envoyé 3 Bitcoins sur Bitcoin. Vous avez 3 Bitcoins B minuscule.
sur Bitcoin, donc on parle du protocole cette fois-ci, B majuscule à ce moment-là. Donc voilà, pour si jamais vous voulez savoir si vous devez mettre une majuscule ou pas, le test facile, c'est ce que vous pouvez mettre un nombre dehors le mot Bitcoin. Voilà, j'ai envoyé 3 Bitcoins, ok, donc c'est bien l'unité de mesure que je parle, je mets une minuscule. J'ai envoyé sur 3 Bitcoins, ça veut rien dire. Sur Bitcoin, B majuscule. Voilà. Après, il y a des cas un peu chauds, dans le sens où il dit un portefeuille Bitcoin. Est-ce que c'est un portefeuille pour la monnaie Bitcoin ou un portefeuille pour le réseau Bitcoin? Alors, on va passer à la prochaine question avant que Joss continue. non, en effet. Eh ben, c'est vrai. Moi, quand j'écris ça, j'écris avec un B majuscule parce que je pars du principe que c'est un portefeuille pour le protocole Bitcoin, du coup. Il va contenir des Bitcoins après, mais je mets un B majuscule. C'est vrai que... Parce que justement, non, ton portefeuille ne contient pas les bitcoins. Il contient justement une clé privée qui va permettre d'accéder. Voilà. Et les bitcoins sont stockés justement sur tous les nœuds du réseau. Exactement. Donc c'est un peu ce qui est dur à comprendre au début. Ouais. C'est justement le portefeuille bitcoin ne contient. C'est plutôt un porte-clés qui contient les clés du coffre qui sont sur la place publique. Et c'est une excellente question pour le Hélène Quiz de la semaine prochaine, ça. Bah, notez bien ceux qui sont présents. Vous avez déjà la réponse d'une des questions qui sera faite pour la semaine prochaine. Mais c'est une excellente question. C'est bon à savoir. Bah oui, il y a pas de. Après voilà, personne vous en voudra si vous écrivez avec ou sans majuscule. On comprend quand même en général ce que les gens écrivent. Mais voilà, il y a quand même cette petite règle là-dessus. Allez, je relance. Ah, on a un petit peu parlé avant du coup. Qu'est-ce que le modèle Stock to Flow? Visualisation du marché global des cryptos. Visualisation du nombre d'utilisateurs Bitcoin, prédiction du prix de Bitcoin, prédiction de l'adoption dans les 2 ans à venir. Hop là. Oh là, fais attention à Winigo. J'ai pas vu, mais Christine Lagarde est passée devant en fait. Tu vas finir par sortir du podium. Ah, et Garriette a décidé. Ça se bat bien quand même au niveau du classement, c'est chouette. Et là, vous aviez quasiment tous bons. Donc nickel. Hop, on continue. Alors, quelle idée reçue reproche-t-on souvent à Bitcoin à cause du mining? Destruction du climat. Tout le monde adore le mining de Bitcoin. Financement du terrorisme. Arnaque ou ransomware. Donc ouais, c'est bien la destruction du climat. Alors tout ce qu'on a mis ici, c'est des idées reçues qui sont associées à Bitcoin. Enfin, sauf le mining, c'est trop cool, personne n'est contre, ça évidemment, c'est pas vrai. Mais tout le reste, c'est financement du terrorisme, le fait que ça serve au ransomware ou la destruction du climat, c'est vraiment des idées reçues qui sont associées à Bitcoin. Mais par contre, celle qui est associée au mining, du coup, c'est bien la destruction du climat. Et les sub 2 secondes, c'est l'objectif. Bah là, tu as fait 1,65, tu as fait ton nouveau record en effet. Donc voilà. Allez, on est reparti. 25e question. Quelle entreprise cotée au Nasdaq possède presque 100 000 bitcoins en trésorerie? Et ça, j'espère que... c'est toujours bon ce que j'ai écrit ici. Il y a un élément, je suis pas sûr que je l'avais pris en compte au moment où j'ai rédigé cette question-là. Et non, c'est pas Papa Elon. Non, c'est MicroStrategy. J'hésitais avec Coinbase. Bah en fait, Yax, là, je suis en train de... je suis en train de transpirer. Parce qu'au moment où j'ai écrit cette question-là, Coinbase n'était pas coté au Nasdaq encore, si je ne me trompe pas. Et je sais pas Coinbase combien ils ont en réserve des bitcoins. Ils ont, je crois, 4400, quelque chose comme ça. Ils avaient 4487. Ils ont été obligés de publier tous leurs résultats et compagnie. En effet. Donc, du coup, ils avaient 4000 quelque chose. C'est ça. Alors qu'ils ont quasiment 1 million de bitcoins en séquestre quand même. Bien joué. Et t'es super précis, c'est ça. Ils ont 4487 Coinbase, joli. Et donc, en effet, cryptodidacte en sueur. Ouais, j'étais en sueur, mais finalement, en fait, c'est toujours bon. Coinbase qui avait pas tant que ça de bitcoin, ce qui est vraiment étonnant. Mais on voit bien que MicroStrategy, première position avec 91 000 bitcoins. Alors non, ils n'ont pas 100 000 MicroStrategy, comme tu dis, Mignon, mais ils en sont pas si loin que ça. Hein. Ils sont à 9 000 bitcoins près, ils sont plus qu'à 10%, on va dire. Et le papa est long, comme vous avez dit.
il est entre guillemets que à 48 000 bitcoins, donc quand même 2 fois moins que MicroStrategy. Donc voilà. Le vieux Saylor, il a faim de bitcoin. Oh oui, ça, Michael Saylor, il a bien faim de bitcoin. Ça, c'est sûr. Hop là. Allez, on repasse à la question suivante. Coinbase, ils ont les euros de leurs clients qu'ils enculent sur les fees, ils n'ont pas besoin de bitcoin. À quoi correspond la dominance bitcoin? On en a parlé en tout début de stream en plus, un petit peu de la dominance bitcoin. Donc c'est le pourcentage que représente Bitcoin dans le market cap global. Donc c'est par rapport aux altcoins. Voilà, combien pèse. Par exemple, en ce moment, on a vu que du coup la dominance dans le chat, on m'avait dit entre 50 et 51% aujourd'hui. J'ai mon trading view à côté, donc on va pouvoir aller regarder ça. Hop, si j'arrive. Hop là. C'est quoi? C'est... Hop, il y a quelqu'un qui connaît le ticker de la dominance déjà? BTC.D, je crois. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop là. Donc là, la dominance de Bitcoin que vous voyez ici, et qui représente la part de Bitcoin par rapport à toutes les cryptos. Donc là, c'est-à-dire que 50%, c'est-à-dire que sur tout le market cap global, je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais si on prend une somme simple, donc 1000 euros, et ben c'est-à-dire qu'il y a gros 500 euros qui sont représentés par Bitcoin et 500 euros qui sont représentés par toutes les autres cryptos, sachant qu'il y en a plus de 9000. Donc voilà. Et donc, c'est ça qu'on appelle la dominance Bitcoin. Et quand ça chute, c'est plutôt signe entre guillemets que les altcoins sont en train de monter, et au contraire, quand ça augmente, c'est que les altcoins sont en train de prendre cher et que Bitcoin continue à augmenter tranquillement. Les shitcoins vont reprendre le dessus, Cryptodidacte. Ouais, t'inquiète pas, le papa Bitcoin va rapidement reprendre ses droits là-dessus. Allez, je relance. Question suivante. Allez, là, faut l'écrire. Écrire vite. Que veut dire PO? Il n'y a pas de tiré, il n'y a pas de ponctuation. Et vous avez les petits tirés en dessous pour vous indiquer le nombre de lettres à taper. Comme un petit pendu. Ouais, j'ai plusieurs définitions, moi, pour ça. Enfin, j'ai plusieurs. T'as plusieurs trucs qui viennent avec le bon nombre de lettres. Ah. Non, pas avec le bon nombre de lettres. Ah, j'espère que. T'avais quoi qui venait là-dedans? Bah, moi, j'aime beaucoup le proof of war, qui est la façon dont les États-Unis mettent leur dominance monétaire à coup de petites bombes à droite à gauche. Ok. Et puis aussi pour le proof of stake, moi j'appelle ça plutôt le proof of wealth, donc la preuve de richesse en fait. Yes. Plutôt que la preuve d'enjeu. Mais après voilà, c'est des petites blagounettes comme ça à côté. Salut. Et ouais, clairement, salut Dao, c'est Dao Later, c'est chouette de te voir. Bon, ok, oui, il y en a qui veulent rejoindre pour les 3 dernières questions, vous pouvez toujours vous amuser à lire. À venir jouer. Hop, allez, c'est reparti. Manu TV aussi, la technique pour le pétrole. Qu'est-ce que le Lightning Network? Rien de tout ce qui est proposé. Un autre projet crypto, un Layer 2 à Bitcoin, ou une entreprise qui développe sur Bitcoin. Ça c'est dommage, Yax, de mal avoir orthographié proof. Donc c'est bien un Layer 2. Bon, ça, je vous l'ai déjà raconté cette anecdote-là, qu'un jour on m'a donné un article à relire où quelqu'un avait dit que c'était un autre projet carrément, que peut-être que le Lightning Network allait surpasser en termes de prix le Bitcoin. Donc là, tu comprends que ça n'a pas été tout à fait compris ce que c'était que le Lightning Network. Voilà. Et donc une entreprise, non, c'est Lightning Labs. Lightning Network, c'est bien une surcouche à Bitcoin. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça. Des schémas ultra simples qui vous expliquent cela. Ouais, le deuxième, il est pas mal. Ouais, lequel? Excuse-moi, le troisième. Celui-ci? Celui que tu avais tout en haut. Ouais, voilà. Ouais. Juste, Donc là, vous voyez en bas, vous avez votre chaîne Bitcoin. Donc avec un bloc là toutes les 10 minutes, comme on a vu avant, qui vit sa vie tranquillement. Et par-dessus ça, vous avez un autre réseau, le Lightning Network, avec plein de nœuds partout et plein de channels là entre chaque nœud. Et donc du coup, en fait, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir vous envoyer des transactions sans qu'elles aient à tout être inscrites dans des blocs. Et comme elles n'ont pas besoin d'être inscrites dans un bloc, la transaction que vous faites, ça permet de l'envoyer instantanément, sans frais. Donc c'est vraiment les avantages du Lightning Network, ça permet d'envoyer très très rapidement et des tout petits montants. Pour les micro-paiements, c'est vraiment l'idéal.
Et puis en fait, régulièrement, on va venir fermer justement les channels Lightning Network. Et au moment où on ferme en fait un channel, on va venir inscrire toutes les transactions qu'il y avait dedans, enfin le solde, dans Bitcoin, dans la blockchain. Donc en fait, plutôt que de faire des mouvements en permanence, on va en faire que de temps en temps. Par exemple, je ne sais pas si vous devez faire, c'est Fanny hier sur justement qui donnait cet exemple-là. Si vous êtes dans une colocation et que vous partagez des frais, vous pouvez par exemple à chaque fois que quelqu'un fait des courses, le rembourser instantanément ce que vous lui devez. Et donc si vous avez fait les courses une fois par semaine, il y a 4 transactions à faire par semaine. Voilà, ça peut être un peu chiant, il faut tout le temps avoir de la monnaie sur soi. Sinon, l'autre possibilité que vous avez, c'est toutes les semaines, plutôt que de donner carrément l'argent à votre coloc, vous notez sur un bout de papier, bah tiens, cette semaine, c'est toi qui allais faire les courses et t'as fait tant. La semaine d'après, c'est moi qui suis allé faire les courses et j'ai fait tant. Et une seule fois par mois, vous faites le total et vous faites qu'une seule transaction qui permet de faire les comptes comme il faut, quoi. Et ce qui est très bien avec le Lightning Network, c'est-à-dire que quand on ferme un channel plutôt, ouais. On peut consolider des millions de transactions sur une seule transaction sur Bitcoin. Et ce qui est bien du coup, c'est que vu que sur Bitcoin, toutes les transactions sont gardées et sauvegardées de façon infinie, et qu'elles sont justement revérifiées à chaque fois que quelqu'un se reconnecte au réseau et télécharge la blockchain. L'idée, c'est que justement, toutes les petites transactions n'ont pas besoin d'être inscrites ad vitam aeternam dans l'historique de la blockchain. Yep. Yep. Donc voilà. Hop, c'est reparti. Je relance la question d'après. Let's go. Ça c'était très rigolo. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur cette question-là. Combien de pages constitue le white paper de Bitcoin? Il y a même des bitcoiners qui, dans le chat, s'étaient révoltés de ne pas avoir pu écrire le nombre qu'ils voulaient écrire dans cette case-là. Neuf pages. C'est ce qu'il a fallu pour faire le white paper de Bitcoin. Je trouve ça vraiment très rigolo le nombre de pages dans le white paper de Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des projets crypto qui vous présentent des white papers, vous l'ouvrez et vous en avez pour 50 pages. Avec des images de partout, avec des graphiques de partout, avec de la couleur, tout ce que vous voulez. C'est presque plus un pitch deck, quelque chose de très très marketing. Donc le white paper Bitcoin, c'est très sobre. Ça fait 9 pages. C'est très simple. On s'est pas embêté de savoir il y avait combien de quelle police on utilise ou quoi. En fait, c'est juste un papier académique tout simplement. Et voilà, c'est simple, efficace. On n'essaie pas de faire la fioriture, de mettre des paillettes. On vous prouve par A plus B mathématiquement que tout fonctionne. Et donc voilà. Et ouais, donc voilà, 9 pages en tout. Donc je vous invite à tous le lire. En plus, bon là il est en anglais, mais si vous le souhaitez, ça a été traduit en français et c'est hébergé sur bitcoin.fr, je crois, la version française. Roxy vient de le mettre en ligne aussi sur son site. Okay. Après, on peut très bien juste lire l'introduction et la conclusion, si on veut pas se prendre un peu la tête avec tous les trucs un peu techniques. Et on comprend quand même assez bien l'idée qu'il y avait derrière Bitcoin. Voilà, si vous voulez lire en français. Hein. J'avais pas vu, mais il est aussi sur bitcoin.org, donc parfait. Tac. Et là, du coup, 2 secondes 15, pas mal. 1, 6. Bon, généralement, sinon vous aviez eu bon, 9. Pas mal. Allez, on est parti. Dernière question. Sur quelle sidechain des NFT pour le jeu Light Night ont-ils été émis? Et ça, il faut connaître. Il faut savoir déjà ce que... J'ai un petit doute. Déjà, il me manque une lettre à Light Night. Mais déjà, il faut savoir ce que c'est Light Night. Et ensuite, du coup, il faut savoir sur quoi est-ce qu'ils ont fait des NFT. Donc, c'est des NFT qui ont été générés sur Liquid. Hop. Alors. J'ai pas pu voir ce que vous aviez répondu. Mais voilà. Hop, Light Night. Allons voir rapidement. Pour les amateurs de jeux vidéo. C'est un FPS basé sur le Bitcoin. Vous gagnez des Satoshi en fonction de vos résultats. Donc voilà. Et hop, je vais vous mettre la petite vidéo de trailer. On descend un peu le son quand même. Et hop. Alors attendez, est-ce qu'il y a du gameplay quelque part?
Voilà. Il y a un peu de gameplay par ici. Donc c'est comme un Battle Royale. Et donc en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des NFT? C'est parce qu'en fait, vous avez des skins dans le jeu. Par exemple, l'armure Hot Dog, comme vous pouvez voir là, c'est un NFT en fait. Et du coup, vous pouvez vous échanger les skins entre vous, vous pouvez revendre tous vos skins et ainsi de suite. Et donc les skins ont été mis sur la sidechain de Liquid, Liquid qui est développé par Blockstream. Et donc le CEO de Blockstream, Evan Pak, comme on a vu durant le crypt. Après, il ne semblait pas qu'il y avait une mécanique de jeu où quand tu tuais ton adversaire, tu pouvais récupérer des satoshi, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, exactement. En plus de ça, tu récupères des satoshi en fonction du nombre de kills que tu fais et t'en perds quand tu te fais killer et ainsi de suite. Donc, ouais, ça, c'était sur le Lightning Network, il me semble. Et ça, c'est sur le Lightning Network, exactement. D'accord, ok, c'est là où parce que moi j'ai mis RGB. Ok, ouais, non. Ils avaient continué sur le truc, mais je sais pas si c'est encore ready pour être en prod. Voilà, c'est ça. En plus, les NFT sortis pour Light Night, c'était sorti il y a quasiment 1 an, je crois, maintenant. Donc RGB n'était pas encore prêt à ce moment-là pour faire les choses. Ça te fait pas mal au cul, Cryptodidac, d'envoyer des cryptos à Christine Lagarde. Perso, ça me ferait très très mal. Si, ça me fait mal d'ailleurs, deuxième imprime écran de Christine Lagarde sur le podium, parce que c'est vraiment excellent quand même.